La famille BMC, c'est comment aujourd'hui? Alors, notre invité du jour, c'est du lourd. Vous qui kiffez regarder les news, les gros transfert qui s'est fait en moins de 15 jours, qui a donné 50 millions d'euros environ, d'accord? Une personne qui a commencé aux études, qui est chère à mon cœur parce qu'il m'a fait faire des devoirs. En tout cas, vous allez en apprendre beaucoup. Restez branchés, ça va être super intéressant. Ballon, main, corps, let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est ensemble, fraîchement coupé. Friandis, ça dit quoi avec ton aïe? Ça dit quoi? Bah écoute, ça va très bien, on est là. Non mais te méprends pas, hein, c'est juste un essai là, hein. On essaye des trucs pendant les vacances, on se fait plaisir, mais ça va tranquillement entre les enfants à la maison. On profite un peu des petits moments de vacances. Et les stages de mon frère. Mon frère qui fait des stages de vacances avec des jeunes, on se déplace un peu à gauche à droite. Donc ça me permet de rester en contact aussi avec la jeunesse, hein, comme il y a 2 semaines quand j'étais à Saint-Nazaire. Donc ça fait plaisir. Ça va. Les petits de Versailles, ça dit quoi? Petite Versailles, ça va. Ça va, on continue notre route en Coupe de Paris. On continue aussi notre chemin en championnat, même si, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, on a pris un peu de retard. On a pris pas mal de retard même sur le groupe de tête, mais on continue à travailler sereinement, donc ça va, ça suit son cours. Et TL? J'aime trop vos conversations capillaires. Ricky, il a reculé le front un tout petit peu pour ressembler un peu plus à Seb, tu vois. Il a fait- Ah, Ah, c'est un bon gars, Ricky. Par contre, Ricky, tu vois, il jubile en ce moment. On oublie de mentionner, mais son crack, son joueur, son player, Dembélé, quand je le Ah vois oui, sur ah les oui, oui, médias, merci Q, quand merci, je le merci vois sur beaucoup. les médias en train de, tu sais, vraiment jubiler, tu sais, du style, je vous avais dit, là, il a fait, ah, t'as fait un plateau récemment. Bon, les contours, ils étaient pas aussi clairs sur le plateau, tu sais, c'était vraiment pour faire le petit lien avec les contours. C'est Mais un, un par détail. contre, le topic, il était là, le chaman, le génie Non, Ricardo qui mais a, tu après, vois. je ne veux pas commencer à me jeter des fleurs sur cette chose-là, mais franchement, la vérité, sur Dembélé, ça sent, c'est palpable. C'est un joueur qui est extraordinaire. Bon, on le sait tous, mais après, tu connais un peu la culture de l'instant, tu connais aussi ces fameuses émissions talk dans lesquelles j'ai participé longuement, mais on a trop tendance à enterrer rapidement. Et c'était le cas d'Ousmane, il fallait seulement laisser, il fallait seulement qu'il trouve sa pleine mesure, il fallait qu'il trouve son bon positionnement, sa confiance. Là, on le voit, il est extraordinaire, ce petit. Il est Ouais, mais extraordinaire. sincèrement, juste pour sur le cas d'Embélé, ce qui est top dans son cas, c'est que lui, il a pas eu de problème à se ranger un peu dans l'ombre et à se dire, ok, je suis pas obligé de prendre toute la lumière directe. Il s'est rangé. Je repense à la Coupe du Monde 2022 où les gens disent, ouais, il a pas fait une super Coupe du Monde, mais il débutait tous les matchs. Et moi, à qui voulait bien l'entendre, j'aimais bien dire, mais imagine t'es adversaire de l'équipe de France et tu dois te coltiner Giroud dans l'axe, Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Imagine les mots de tête avec Griezmann, tu vois. Quand bien même Dembélé, soi-disant, n'était pas dans sa meilleure forme, machin, machin. Mais en fait, juste l'impact psychologique de se dire que ça peut venir de tous les côtés, c'est quelque chose, tu vois. Et il avait su se ranger, être l'homme, tu vois, l'homme un petit peu de l'ombre dans ce système-là, même à Paris, derrière Bah, même Kylian, tout ça. aujourd'hui, hein, Ousmane en tant que numéro 9, c'est plus le Ousmane qui est à droite, qui part de 30 mètres pour mettre un peu de zizanie dans les défenses ou de déséquilibrer une défense sans être forcément efficace. C'est le mec qui est bien placé, qui sait quand décrocher, qui sait voilà, prendre les espaces ou laisser les espaces aux autres ailiers ou à Hakimi sur le côté. Celui qui s'est joué en pivot malgré son physique. Donc il s'est dit, voilà, maintenant comment me rendre plus utile à l'équipe. Comment me rendre plus efficace, donc plus utile. Et je pense que c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il prend maturité à 27 ans. Ça, c'est le bon moment. c'est bon. On Et, salue l'intelligence. C'est ce Quentin, qu'on aime. excuse-moi, hein, on continue, on élague un peu, on parle de Dembélé, mais j'ai bien aimé aussi un des messages que tu m'as envoyé sur Insta, où des journalistes américains avaient parlé des différents primes des joueurs. Et ils parlaient notamment des primes de Robben, des primes de Van Persie. C'était des primes relativement tard, hein, 26, 27, 28 ans pour Robben Van Persie. Et à la fin, ça devienne des légendes du football. Dembélé, on peut dire que Dembélé est un peu dans ce cas de figure-là.
Il a vite explosé. Il a eu du mal à se maintenir. Là, il arrive dans un sorte de prime à un âge vraiment intéressant. Et je pense que la légende, le talent, le plus gros talent du football français Voi- vo- vo- va vraiment, Oh, va vraiment émerger. Voilà, c'est sur ça qu'au final, t'es parti parler. Et là, donc, tu vois, tranquille, on te donne ça. En fait, je pense que là où les gens t'avaient attaqué, c'était que tu avais dit il y avait des comparaisons avec d'autres légendes, mais personne n'a remis Je en cause. maintiens. Je maintiens. 2025, je maintiens. Ok, c'est maintenant. pas dans ce Etienne, podcast, on va pas, arrête on de va pas en bavarder de profiter, on va pas en exactement, profiter pour souligner l'intelligence d'un joueur. Voilà, c'est tout. tu te bavardes ATL, comment la vie à Etienne. j'ai mis des petites piécettes dans le distributeur et Ah ouais, c'est tombé. parfait, c'est parfait. Moi, j'aime trop mon Gary. Non, je suis trop content pour lui, je te jure. Pour ça, ah non, on a rigolé. Non, ATL, ça va, c'est calme, hein. Les enfants étaient en vacances, donc semaine busy. Pareil, on se cherche, mais on reste busy comme on peut. Mais toujours beaucoup de football, de près ou de loin. Et ça va, content d'être ici et content de discuter des topics qu'on va évoquer. Et toi, le continent? Ah, j'aime ça, tu vois, là, tu sais comment me parler. Quand tu dis le continent, Regarde, tu vois, tu sais Voilà, comment. tu vois, Quentin, c'est adouci. t'as mis une J'ai nouvelle pris pièce dans le la jukebox pièce. là. Allez, on est parti pour 2 heures pour Non, le on n'est pas continent. parti pour Allez, 2 heures. Pour une fois, je vais allez, pas, vas-y, je vais vas-y. pas faire l'étalage de la beauté du continent aujourd'hui. Mais non, ça va. London, on est là. On voyage un petit peu, beaucoup comme d'habitude. Mais franchement, ça va. Rien à signaler. Non, rien à signaler, franchement. Rien de spécial. La routine, une bonne routine qui s'est installée. C'est comment la hanche? La hanche, franchement, bah, la nouvelle hanche bionique, c'est de mieux en mieux. Je récupère maintenant, je suis dans la rééduque, dans la partie, je récupère de la force. C'est plus que de la mobilité. La mobilité, tu l'as, mais ça va, je récupère de la force. L'autre, tu vois, elle commence, elle fait mal. L'autre, elle est jalouse un peu, hein. L'autre, elle est un peu jalouse, tu as capté. L'autre, elle dit quand est-ce que tu vas t'occuper de moi aussi, tu vois. Mais bon, chaque chose en son temps. Et à part ça, non, ça va. On boxe, on travaille, tranquille, tranquille. Mais aujourd'hui, alors, déjà, avant toute chose, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la cloche, le petit pouce, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme, s'il vous plaît, envoyez de la force. Ça fait partie du deal. C'est la réunion de famille hebdomadaire, donc voilà ce qu'on vous demande. En plus, Ricky, il a sorti le col roulé, donc vous pouvez pas ne pas répondre Il fait froid à Paris, hein. ne pas répondre Il fait beau, mais il fait aux frais. demandes de Ricky quand il a sorti son col roulé, s'il vous plaît. Merci. Mais pour aujourd'hui, on a un invité alors, en fait, pour moi, notre invité, on va parler, comme l'a dit Quentin, de sujets très, très intéressants. Mais tu vois, quand moi, j'étais encore un petit, vraiment un enfant, c'était un peu comme un monsieur Ravio, tu vois, mais vraiment purement scolaire. Parce qu'à la base, pour moi, c'était on va appeler ça maître d'études au centre de formation, tu vois. Maître d'études, donc tu vois, il savait pas trop quel rôle jouer, copain, pas copain, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, et il a évolué d'une certaine manière dans le monde professionnel. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, je voulais introduire un nouvel invité dans la famille BMC, Samir Chama. Bienvenue dans la famille BMC. Samir, comment vas-tu? Bah, écoutez, ça va bien, merci Seb, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de participer à ce podcast avec vous. J'ai checké ce que vous aviez fait dans le passé, c'est vraiment super, c'est vraiment sympa et je suis vraiment content de participer à cette émission avec vous. Samir, tu vis où? Je vis dans le nord, à Arras. Pas très loin de Lens, je pense que vous connaissez parce que c'est souvent une destination qui est prisée par les équipes visiteuses, celles qui ont l'occasion d'aller jouer à Bollaert. Et donc je vis là depuis maintenant pratiquement 5 ans. Voilà, une petite ville sympa. Entre Jimmy Cabot et Benoît Asselineau, t'inquiète pas, Ouais. on connaît Arras. Ouais, je On pense qu'il s'organise. y a beaucoup de joueurs qui vivent dans un petit périmètre autour de moi ici. Ouais, j'en croise souvent. Alors, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, bah, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, Samir, s'il te plaît. Qui est Samir Chama? Qui es-tu?
Qui est-il? Donc Samir Chama, donc je travaille actuellement dans le recrutement après avoir été pendant de longues années, pas mal d'années à analyse vidéo. J'étais un des premiers analystes vidéo en France. On s'est connus, c'est vrai, Seb, tu l'as rappelé au tout début de ma carrière, quand je finissais mes études, j'étais effectivement ton maître d'études, c'est-à-dire qu'à l'époque, je travaillais au centre de formation, c'est là où tout a commencé pour moi, au centre de formation du FCMS, parmi lesquels il y avait un pensionnaire qui s'appelait Sébastien Basson, qui était encore un jeune apprenti footballeur qui sortait tout droit de l'INF, que vous avez tous les trois fréquentés. Donc voilà, à cette époque-là, moi j'avais une vingtaine d'années, tout juste 20 ans, je terminais mes études et puis j'avais un peu un job de rêve un peu, c'est-à-dire que pour un étudiant comme moi, c'était que je travaillais au centre de formation et puis je coordonnais un petit peu toute l'activité scolaire, du suivi scolaire à l'époque avec une personne qui avait organisé ça, qui avait mis ça en place, qui s'appelle toujours d'ailleurs Denis Schaeffer. C'est lui qui avait mis en place un système qui était assez particulier et innovant pour l'époque. C'est-à-dire que la scolarité, elle s'effectuait pas dans une école privée au sein du club, au sein du centre de formation. Seb pourra peut-être en parler, mais en fait, les joueurs étaient scolarisés dans des lycées messins. Donc, ils étaient dans des classes en fait dans lesquelles il y avait évidemment des sportifs, mais pas que des footballeurs. Et surtout, ils étaient dans un lycée, j'ai envie de dire classique, quoi. C'est-à-dire que donc ils avaient des horaires aménagés. Ils finissaient vers 3 heures, je crois, enfin 15 heures l'après-midi. Ils allaient s'entraîner et ensuite ils revenaient au centre de formation. Et c'est là où moi j'intervenais avec toute une équipe d'éducateurs, de professeurs pour assurer le suivi scolaire et puis le soutien, faire des cours de soutien, les aider à faire leurs devoirs, etc. Être sûr qu'ils fassent leurs devoirs, etc. Seb a participé à ces séances-là et voilà, j'étais chargé de coordonner tout ça, de faire vivre un petit peu le site, de gérer les emplois du temps, de participer au recrutement des professeurs, etc. C'était franchement une super expérience. Avec le recul, je me dis que je suis pas resté longtemps dans ce domaine-là, dans l'enseignement, mais ça a été une super expérience. Et en plus, ce qui était top, c'était le climat qu'il y avait à l'époque où Seb y était. C'est-à-dire que les relations qu'on pouvait avoir avec les jeunes, avec les jeunes sportifs et tout, c'était vraiment au quotidien, c'était vraiment super, quoi. C'était vraiment une super période et puis une expérience super sympa, quoi. Ah, Vraiment. c'est super intéressant d'en parler parce que c'est vrai que nous, quand on parle du centre de formation, on parle essentiellement de football, Ouais. de réussir ou de pas réussir dans le foot. Mais il faut pas oublier que dans un centre ou dans une structure même de préfaux, en fait, il y a un triple projet, hein. Il y a le projet sportif, il y a le projet aussi éducatif et le projet scolaire. Et ça va de pair. Et donc, des personnes comme toi dans un centre, c'est essentiel. Tu l'as dit, tu étais un des premiers, hein, c'était un peu novateur ce que vous faisiez. Parce que moi, j'ai souvenir à Strasbourg, on avait tout au centre, on allait à l'école au centre, on était aussi très bien suivis, hein. Il y avait une bonne structure pédagogique. Mais c'est vrai que c'est super important au centre d'avoir un encadrement scolaire important. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui font leur choix de centre par rapport à ça aussi, hein. Bah, Parce qu'on a tendance à penser au côté financier, au côté sportif, mais il y a aussi le côté scolaire. moi, Et si je ne m'abuse, Seb, c'est ça qui t'a fait pencher pour Metz aussi, hein. c'est exactement ça. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré Monsieur de Tadeo, enfin, on est parti dans tous les centres. Ce qui a fait la différence, bah, vous connaissez très bien Raymond, hein. Pour mon père, c'était l'école. Ça veut dire que quand il a su que j'allais aller dans un lycée normal et que le bac, l'obtention de mon bac, c'était l'une des priorités. Bah, le reste, c'est pas qu'il s'en foutait du foot. Il y avait un projet footballistique qui était correct, qui était bon. Mais il a dit c'est ça qui a fait la différence. Il parlait que de ça. Ça veut dire que le projet dont Samir il a mentionné, il a dit quand il a entendu ça, aide aux devoirs, suivi, projet éducatif, Monsieur Schaeffer, donc, qui était responsable de tout ça, il est venu, il en a aussi parlé. Ah, pour mon père, c'était emballé, c'est pesé, ça y est, le petit va aller là-bas. C'est sûr et certain, parce que le foot, ça va suivre, mais l'école, et ça pour le coup, sincèrement, même pour nous, hein, aller dans un lycée normal,
on était avec des gens qui faisaient de l'aviron, des sportifs d'autres sports, et des gens, entre guillemets, qui faisaient pas de sport. Il y avait de tout dans nos classes. Ça faisait la différence. Et sincèrement, après, les aides de devoirs le soir et tout, c'était compliqué. Au final, au début, tu veux pas trop le faire, tu veux pas trop participer, mais c'était tellement bien fait qu'au bout d'un moment, tu vois, les joueurs, on adhère et ça se passait très, très bien, tu vois, pour ça. Mais du coup, Samir, tu rentres au centre de formation du FC Metz dans une certaine voie. Et comme tu dis, tu as été un des pionniers de l'analyse vidéo en France. Donc, comment est-ce que tu as bifurqué de la scolarité au côté terrain? C'est quoi ton background en foot? Et surtout, comment est-ce que cette opportunité s'est présentée? Niveau football, moi, c'était simple. J'étais un joueur amateur sans talent, sans qualité. Donc, ma seule possibilité de travailler dans un club de foot professionnel, c'était d'entrer par une autre voie que celle d'un ancien joueur, quoi. Et donc je suis entré, effectivement, j'ai eu l'occasion de revenir parce que j'avais joué dans les équipes de jeunes à Metz quand j'étais petit, et c'était une occasion de revenir au club. C'était de passer par le centre de formation, et effectivement j'ai eu cette activité pendant 3-4 années de mémoire. Et ensuite, c'est un peu de la curiosité. En fait, c'est de la curiosité en fait pour tout ce qui était un peu nouvelle technologie. Alors, j'étais pas un geek, mais par contre, je me suis intéressé à la vidéo à une période où c'était pas la mode, quoi. C'est-à-dire que bon, moi, quand j'avais 20 ans, si vous voulez, 20 ans, c'est peut-être l'âge où j'ai eu la téléphonie mobile, elle commençait seulement à apparaître, quoi, hein. Donc, dans ces années-là, donc les smartphones n'existaient pas. On était encore dans une période de transition entre ce qu'on appelait l'analogique, le monde analogique, c'est-à-dire tout ce qui était cassette VHS, etc., et le monde numérique, tous les formats numériques qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, on était dans cette période de transition-là, et moi, je savais utiliser, en fait, je savais convertir des vidéos, je savais faire du montage vidéo, j'avais appris un peu ça en autodidacte, mais sans avoir d'objectif particulier autre que mon loisir, quoi. Sauf que quand ça s'est su, on m'a demandé, tiens, tu sais un peu utiliser la vidéo, etc. Est-ce que tu voudrais pas tester? Et on parlait de Francis Tadeo tout à l'heure avec Seb. Et Francis, à l'époque, avait l'équipe réserve. Et j'ai commencé avec Francis à filmer des matchs, à proposer des montages, etc. J'ai commencé comme ça au centre de formation. Mais c'était vraiment une activité qui était entre guillemets secondaire, hein. C'était pas mon activité principale à ce moment-là. Et puis, ce qui était une activité secondaire a pris de plus en plus d'importance, jusqu'au jour où on avait un entraîneur à l'époque qui s'appelait Jean Fernandez, je pense que ça vous parle, qui était un gros consommateur de vidéos, qui regardait énormément de matchs. Gros fan de football, lui, hein. Ouais, gros fan de football, consommateur en tout cas. Ouais. Gros consommateur, il regardait absolument tous les championnats. C'était un passionné extrême, vraiment, de football. Et donc, on lui parle de moi, notamment David Carré, qui est un ami et qui était son adjoint à l'époque, lui dit, tiens, il y a Samir à côté qui au centre de formation, qui travaille un peu sur la vidéo. Voilà, il en parle vite fait à Jean, et Jean tout de suite dit, tiens, on va s'il peut venir nous aider. Et j'ai commencé comme ça à travailler les soirs de match, vraiment au départ, vraiment sans savoir où ça allait mener. Et puis voilà, mon travail a plu. Les petites vidéos que je faisais au départ, ça a commencé à devenir de vrais montages vidéo structurés, etc. On était en train de mettre en place, en fait, tout doucement, une cellule vidéo au sein du club, quoi. Et là, c'était vraiment quelque chose de neuf parce que c'était une activité qui existait pratiquement pas en France. Au moment où moi j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, à travailler vraiment sérieusement dans ce domaine-là, on était peut-être 4 ou 5 à peine en France. D'ailleurs, à Troyes a fait partie des clubs pionniers également, Bordeaux, Nantes, enfin voilà, il y avait Marseille, voilà, il y avait quelques clubs, je vais dire à l'époque il y avait 20 clubs de Ligue 1, sur 20 clubs de Ligue 1, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui utilisaient vraiment la vidéo quand j'ai commencé, quoi. Donc c'était vraiment tout nouveau, il y avait rien qui était structuré comme ça l'est aujourd'hui, à l'image de ce que vous avez pu connaître vous en tant que joueur. C'était vraiment en train de se mettre en place, et c'est pour ça qu'il faut, moi je remercie toujours les entraîneurs,
parce que en fait, notre façon de travailler, notre méthodologie, etc., elle s'est beaucoup construite avec les coachs, quoi. C'est vraiment les coachs qui ont permis aux tout premiers analystes dont j'ai fait partie de structurer cette activité-là et puis de lui donner de l'importance. C'est vraiment les coachs qui nous ont permis d'émerger en tant que fonction et que métier dans le football. En gros, tu as maintenant 20 ans de carrière dans la vidéo, puis on développera le recrutement, l'analyse un petit peu, grâce au côté visionnaire de Jean Fernandez, qui est connu quand même pour ça, qui est connu pour avoir essayé de toujours améliorer, c'est un peu un scientifique du foot, mais scientifique dans le mode recherche, pas dans le mode analyse, coaching. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours essayé de trouver la nouvelle solution. Il est assez connu pour ça. Je sais qu'à Auxerre, tu parles de David Carré qui a passé longtemps à Auxerre. Jean Fernandez a laissé une empreinte sur le club quand même, assez importante, quand bien même ça a été rapide, mais comme ayant, comment dire, il y a bien sûr le passage de Giroud qui est iconique, mais Jean Fernandez a eu son importance comme étant quelqu'un qui a, on va dire, élargi encore les fondations sur la méthodologie, sur la façon de fonctionner. C'est lui qui a emmené le club en Ligue des Champions. Donc toi, dans tout ça, tu salues les coachs. Mais comment ta carrière a-t-elle évolué ensuite? Parce que si on reprend ton... Tu as été analyste vidéo, responsable vidéo, recruteur, responsable logistique, coordinateur sportif et coordinateur technique. Comment tout ça s'est... Tu sais... Par la vidéo, c'est quoi, il y a trop de... Ouais, la différence, parce que là, tu passes d'autodidacte à je fais des montages, je suis débrouillard, je suis ambitieux, à tous ces rôles. Tu nous expliques un petit peu la différence? En plus, tu commences à avoir un rôle aussi décisionnel. Donc, comment tu as fait le switch, vraiment devenir celui qui décide, en fait? Ça s'est fait au fil de l'eau, ça s'est fait au fil du temps. J'ai commencé avec Jean. Après, une personne aussi qui a été importante, c'était Joël Muller. Joël Muller, à l'époque, revient à Metz après son épisode lensois. Et lui considère que je peux plus faire de cette activité-là une activité secondaire. Il faut que je fasse un choix et que je me lance vraiment pleinement dans cette activité. Donc, il me fait la proposition, il me dit, réfléchis, si tu veux passer à plein temps, c'est le moment et tout. Et puis voilà, j'ai sauté à pieds joints dans la proposition. J'ai accepté immédiatement. Et là, vraiment, j'ai commencé à avoir une activité qui était vraiment, calibrée, analyse. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à progresser parce que voilà, d'être au contact tous les jours avec un coach, avec des demandes spécifiques, etc. D'être au contact des joueurs aussi, parce que les échanges avec les joueurs vous apprennent, les retours de joueurs sont très 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 importants quand on est analyste. Et d'avoir baigné dans cet environnement-là, en fait, ça m'a permis de rattraper l'inexpérience que j'avais, parce que quand on a une expérience de joueur, il y a énormément de choses qu'on a apprises sur le terrain et cette expérience-là, moi, je l'avais pas parce que j'étais un joueur amateur et il me fallait rattraper un petit peu tout ce bagage-là. Et c'est en baignant en fait dans cet environnement-là, en travaillant, en étant au vestiaire, en côtoyant tous les professionnels qu'il y a dans un vestiaire, je me suis nourri de tout ça. Ça m'a permis de progresser dans ma discipline, de progresser dans mon sens de l'analyse et d'acquérir ce qu'on appelle, entre guillemets, vous avez déjà entendu l'expression, d'avoir un œil, quoi. Voilà. Et c'est cette expérience d'analyste qui m'a permis de glisser tout doucement vers le recrutement, puisque au fur et à mesure, en fait, plus je gagnais en maturité, je veux dire, dans ma discipline, plus on me consultait pour prendre des avis sur des joueurs, par exemple, qu'on envisageait de recruter, de me dire, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux faire un travail d'analyse sur tel ou tel joueur? Et puis, on me demandait mon retour. Et de fil en aiguille, en prouvant que j'étais capable d'avoir un avis, de donner un avis pertinent sur des joueurs et de me positionner, j'ai pu obtenir une crédibilité, on va dire une certaine légitimité en termes de scouting. Et il y a 5 ans de ça, en fait, au moment j'étais à Nancy, alors à ce moment-là, j'étais encore analyste vidéo. T'étais chez l'ennemi. J'ai été chez l'ennemi, on en reparlera peut-être plus tard. Et Flo Ghisolfi m'appelle à ce moment-là. Il vient de récupérer le poste de coordinateur sportif
à Lens. Et il me propose de venir à Lens pour travailler cette fois de manière définitive dans le recrutement. Et là j'ai fait vraiment le grand saut dans ce domaine-là. Et voilà, c'est un domaine qui est passionnant. Et c'est vrai que j'ai dû quitter les aspects un peu collectifs qu'on observe plus quand on est analyse vidéo, pour passer vraiment pour travailler plus sur de l'individuel et voilà, et du recrutement, donc avec les responsabilités que ça implique aussi. Voilà. Le recrutement, aujourd'hui. En final, qu'est-ce qui t'a déjà qu'est-ce que tu préfères entre l'analyse vidéo et le recrutement de manière simple? Parce qu'on a tous des préférences, on a des postes. Nous, on préfère jouer à un certain poste. Ouais. Souvent, on joue à un poste, mais enfin, on préférerait jouer à un poste, mais on est meilleur à un autre. Quelle est ta préférence? Ma préférence, en fait, j'en ai pas parce que je pense que ce qui m'a aidé à être à l'aise dans le recrutement, c'est d'avoir été analyste au préalable. Ce qui est sympa, en fait, je trouve, quand on est analyste, c'est que on partage un petit peu le stress, entre guillemets, positif d'une préparation de rencontre toute la semaine. C'est-à-dire que vous avez votre match le week-end, si vous jouez qu'une fois qu'en semaine, bon, ce qui était mon cas, parce que j'étais pas dans des clubs qui visaient l'Europe. Donc, toute la semaine, vous faites votre préparation, vous participez à cette préparation et vous êtes dans la co-construction avec le staff du document qui va être présenté le jour du match, quoi, ou la veille du match, voilà, aux joueurs. Vous êtes dans ce truc-là. Vous êtes aussi dans la réflexion parce que les coachs intègrent de plus en plus les analyses dans leur réflexion tactique. Donc, vous participez un petit peu à la préparation, participez même pleinement à la préparation du match. Et il y a cette adrénaline que vous avez de l'arrivée du jour J, du jour de match. Voilà, vous vous sentez impliqué pleinement dans la performance qui est réalisée par l'équipe. Et ça, franchement, c'est assez sympa à vivre. Bon, vous l'avez vécu en tant que joueur et vous allez peut-être dans une deuxième étape de votre carrière le vivre en tant que manager, coordinateur, responsable, enfin directeur sportif, je sais pas où votre carrière vous mènera. Mais c'est vrai que ça je trouvais ça vraiment hyper exaltant, quoi. C'était vraiment un truc que j'adorais, quoi. C'est vraiment la compétition, quoi. Même si on joue pas, si moi-même je me suis jamais retrouvé sur un terrain, mais le fait de participer à cette chose-là, d'essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, de travailler en coordination avec un staff technique, avec le coach, ses adjoints, etc., les joueurs qui viennent vous demander des renseignements, ça franchement c'est une super expérience, vraiment. Exactement, c'est vrai que tu as tout dit, hein, tu es directement impliqué vraiment au succès ou à l'échec du match ou des performances, parce que moi j'ai des souvenirs, surtout quand j'étais en Turquie, parce que c'était les années 2015-2020 où vraiment ça commençait à se démocratiser avec l'arrivée des West Scouts, tout ça, avec des vrais analystes qui étaient là de manière pérenne, je veux le dire. Et j'ai le souvenir dans les vestiaires où les joueurs s'asseyaient vraiment avec l'analyse vidéo juste avant le match pour voir les derniers mouvements, voir les derniers points faibles de l'opposant ou du vis-à-vis. Donc c'est vraiment intéressant. Et après les victoires, tu voyais quand même l'analyse vidéo, comme tu le disais, à moitié rassuré parce que tu disais, bon, le travail a été réalisé et bien fait, et aussi content parce que il sait qu'il a contribué à quelque chose de fort. Donc, non, tu as très bien résumé un peu le feeling. Et c'est vrai que le fait d'être impliqué directement, pas plus qu'un coach, parce qu'un coach, ça reste entraîneur, c'est lui qui fait les choix aussi des joueurs, tout ça. Mais quand même, c'est vrai, tu as une grosse part de responsabilité aussi, hein, dans l'échec ou dans la victoire. Mais du coup, Ouais, c'est la première partie. Est-ce que je te coupe, Samir, parce que là, tu étais en train de développer un tout petit peu. Quand tu es analyste, du coup, tu es lié au résultat collectif, tu as aidé l'équipe, tu as préparé le staff dans sa narrative, tu as préparé l'équipe dans les attentes, dans la préparation du plan de jeu, comme tout le monde aime bien dire maintenant. Et donc, quand tu passes au recruteur, parce que j'imagine tu allais basculer là-dessus, maintenant, c'est super individuel. On te demande, toi, au vu de tout ce que tu vois, et au final, dis-nous un tout petit peu, mais du coup, quand tu regardes le match, tu te dis, j'espère que ce joueur qu'on a recruté sur mes avis performe, sinon je suis dans la merde, c'est ça? Oui, ça met une pression.
positive, hein, parce que c'est toujours un stress positif, sinon faut pas faire ce métier-là. Quand vous êtes analyste vidéo, je vais pas dire votre angoisse, mais vous avez toujours l'anxiété de dire est-ce que je suis passé à côté de quelque chose qui peut avoir une influence sur le contenu du match. L'autre truc, c'est quand ce que disait Ricardo, c'est juste à la fin du match, quand on a pu observer d'en haut de la tribune des choses qu'on avait anticipées. On se dit bon, on a bien fait le boulot, on a fait le boulot correctement. Et quand on est scout, effectivement, la pression elle est différente. Elle est, si le joueur a été recruté, effectivement, après on croise les doigts pour que les choses se passent bien. Et là, je vais pas vous l'apprendre parce que là, vous avez un vécu qui est encore supérieur au mien, mais voilà, quand une recrue arrive dans un vestiaire, on sait ce qui s'est passé. Voilà, on connaît son passé, on connaît son background, mais voilà, après, ce qui va se passer, l'histoire qu'il va y avoir avec cette équipe-là, entre guillemets, elle est pas écrite, quoi. Et voilà, on la maîtrise pas. Et ça, c'est quelque chose il faut accepter en fait quand on est scout, c'est-à-dire qu'on juge à l'instant T. On arrive à faire des projections en se disant voilà, chez nous ça peut matcher pour x raisons, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une certitude à 100% que voilà ce qu'on avait prévu va fonctionner, quoi. Ça met une pression et ça peut créer de la déception aussi parce que quand on fait venir un joueur dans un club, déjà, il faut imaginer qu'on en a vu des centaines au même poste. Donc, quelque part, on a choisi celui-là, ce joueur en particulier. Et quand ça fonctionne pas, c'est hyper décevant, quoi. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on est obligé d'accepter parce que le 100% dans ce qu'on fait, ça n'existe pas. Et là, encore une fois, je vous apprends rien. C'est quelque chose que vous avez vécu, vous, dans les vestiaires dans lesquels vous étiez, quoi. Mais tu vois, nous, on en parle. Attends, le professeur, s'il te plaît. Attends, je sais que c'est ton domaine, mais moi, j'ai une question qui est... on parle du recrutement. Aujourd'hui, tu as dit, il y a des indicateurs, il y a des éléments qui font que tu vas recruter un joueur, tu en as vu 100, enfin une centaine. Maintenant, dans la projection, est-ce que aujourd'hui, dans ta manière de recruter, est-ce que selon les clubs dans lesquels tu étais, bien sûr, il y a des modèles de recrutement qui sont différents, je pense, ça diffère. Mais Oui. toi, aujourd'hui, est-ce que c'est pas que tu imposes avec ton expérience, tu imposes un certain nombre de critères. Par exemple, moi, je parle des critères humains. Il y a les critères, tu vois, il y a des critères footballistiques, comment le joueur va s'insérer dans un projet, dans une mentalité, mais les critères humains aujourd'hui, est-ce que pour vous, ils sont vraiment, vraiment importants et comment vous allez les mesurer? Parce que souvent, le joueur, ça peut être une pépite, il peut rentrer dans le plan de jeu d'une équipe. Mais voilà, pour avoir parlé à certains autres recruteurs aujourd'hui, comment toi tu fonctionnes? Comment tu fais la différence et quelles ont été tes plus belles réussites à ce niveau-là? Bah, là, ce à quoi tu fais référence, c'est vrai que c'est ce qui en fait rend notre métier peut-être difficile. C'est-à-dire que si on part sur une analyse visuelle, vidéo, data, etc., on arrive à ressortir des qualités fortes assez facilement. Et j'ai envie de dire que d'un recruteur à l'autre, il n'y aura pas de grosse différence dans l'analyse qui sera faite du joueur, quoi. Tout le monde sera à peu près aligné sur les qualités fortes, éventuellement les faiblesses d'un joueur. Après, bon, il y a toujours des petites différences en fonction de la sensibilité des uns et des autres. Donc ça, effectivement, cette partie analyse pure, bon, voilà, je pense que elle pose pas problème de manière générale. Ce qui peut poser problème, effectivement, c'est la personnalité. Alors, on touche à ce qu'on appelle l'enquête de personnalité, qui est souvent faite par les cellules de recrutement. Alors, avec le mot enquête, il faut aussi doser parce que voilà, on fait pas ce qu'on veut et on peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que chaque joueur, en fait, que tu vas faire entrer dans ton vestiaire ou que tu vises, tu vas essayer de faire en sorte, voilà, qu'il s'acclimate le mieux à l'état d'esprit que tu souhaites, voilà, insuffler à ton vestiaire. Donc, c'est hyper important. Donc, à ton échelle, ce que tu peux faire déjà, c'est des choses élémentaires. Déjà, c'est de sonder un tout petit peu, éventuellement, des coéquipiers actuels ou passés du joueur, prendre des informations auprès de ses entraîneurs, ses anciens entraîneurs, ses formateurs. Enfin bref, essayer d'avoir une somme d'informations
de gens qui l'ont côtoyé. Ça peut être aussi les préparateurs physiques. Enfin voilà, ça on arrive à le faire en général parce que vous savez comme moi que le foot c'est un microcosme, tout le monde se connaît. On arrive toujours à voilà, vous le faites peut-être aussi de temps en temps vous de votre côté. Vous essayez de prendre des infos sur un tel, etc. Savoir comment il est, comment il se comporte, un petit peu prendre des informations sur son mode de vie. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un est-ce que c'est un fêtard ou est-ce qu'il est casanier, est-ce que c'est quelqu'un qui est sérieux, ponctuel. Ces informations-là, honnêtement, elles sont pas très très difficiles à obtenir. Généralement, vous arrivez à les obtenir. Donc, ce premier rideau-là, en fait, d'informations, c'est très rare que les clubs arrivent pas à les obtenir. Donc, si un joueur n'arrive pas à s'adapter, ce sera pas à cause d'informations qu'on avait d'emblée, quoi. C'est souvent plus fin que ça. Et c'est ça qui rend notre métier difficile. C'est que il y a des choses, en fait, qu'on peut difficilement prévoir, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez pris un maximum d'informations, que tous les voyants sont ouverts, qu'on vous dit énormément de bien d'un joueur, qui correspond parfaitement sur le plan technique à ce que vous recherchiez, malgré cet ensemble de garanties que vous allez essayer de prendre, vous n'êtes pas sûr à 100% que le recrutement va fonctionner. Vous donnez plus de chances, peut-être, je sais pas, 70-80% que ça marche, mais il restera toujours cette petite marge humaine, qui fait qu'à un moment donné, un homme, c'est pas un objet, et un homme, quand il rentre dans un vestiaire, il doit développer des connexions, il va se retrouver il va devoir développer des relations sociales, il va falloir il y a des choses que vous pouvez pas anticiper, savoir combien de temps il va mettre pour se sentir à l'aise, vis-à-vis avec ses coéquipiers, sa vie familiale, est-ce que sa famille va se sentir bien là où vous avez décidé d'aller. Donc là, je touche à des problématiques que vous avez connues, vous avez beaucoup bougé tous les trois. Toutes ces choses-là, même encore une fois, si vous cherchez à maximiser les conditions de réussite, il faut accepter que malheureusement qu'il y aura toujours une part d'incertitude. Voilà. Q, si tu permets, j'ai une question en vitesse. Ouais, permets, parce que moi, j'ai pas une question en vitesse. T'as pas vu Ricky comment il touche sa tête, il fait comme ça. C'est pour ça, je l'ai interrompu avant qu'il commence, parce que sinon on est reparti pour un tour avec lui. Non, mais rapidement, Samir, justement là tu parles de facteurs humains, tout ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup maintenant de metrics, comme on dit en anglais, qui rentrent en ligne de compte pour scouter un joueur. Maintenant, quelle est la place du recruteur dans un staff ou dans une organisation sportive? Donc, j'ai une question toute bête. Je vais me répondre aussi. Est-ce que le recruteur, pour toi, c'est un job qui peut devenir à terme obsolète? Dans le sens que des fois, il a plus la même puissance, entre guillemets, plus la même influence qu'il avait à l'époque avec tout ce qui se passe, avec toutes les nouvelles technologies, et aussi avec le rôle aussi des agents, des super agents qui décident un peu des transferts aussi, et des directeurs sportifs aussi qui ont plus en plus de poids. Est-ce que pour toi, donc, le job de scout, de recruteur, il commence à dépérir, quoi? Non, parce que je pense qu'il faut pas opposer les choses. Que ce soit la vidéo, quand elle est apparue, il y a eu beaucoup de gens qui étaient sceptiques aussi. Puis quand la data est arrivée dans le foot, ça a été un peu la même chose. Les gens se sont dit, mais ça va fausser. Et en fait, non, c'est des outils qui aident. Je vois par exemple sur la data, on l'avait intégré à Lens. C'était Baptiste Favier qui avait développé la data chez nous à Lens et qui nous avait permis de formaliser énormément de données. Et c'était un vrai plus dans le sens où au lieu d'avoir, si vous voulez, des séries de chiffres comme ça qui peuvent paraître très abstraites, une des qualités, un de ses points forts à Baptiste, et je pense à l'ensemble des bons analyses data, c'était d'arriver à les traduire, si vous voulez, en langage football. Ouais. Donc, ça, parfois, quand vous lisiez certains rapports, ça vous incitait à aller creuser un aspect que vous n'aviez pas forcément vu. C'est-à-dire que vous avez sur certains joueurs, parfois vous manquez de matière, vous allez avoir, vous l'avez peut-être observé sur, je sais pas, 7-8 matchs récents, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir un point de vue sur 2 ans, 3 saisons en arrière, ce que la data vous offre, par exemple. Et parfois, moi, au Chouet, par exemple, où c'était intéressant, c'était sur la régularité des joueurs. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez être un petit peu trompé par l'état de forme du moment du joueur. C'est-à-dire que vous allez l'observer, je sais pas, vous l'avez beaucoup observé sur 2 mois, 2-3 mois, parce que voilà, il jouait dans un secteur que vous étiez chargé de suivre, etc.
Donc là, vous allez trouver le joueur formidable, etc., excellent. Presque, vous allez vous demander, mais comment ça se fait qu'il n'est pas encore, il est encore dans ce club, etc. Et puis, de temps en temps, vous allez donner le nom à votre analyse data. L'analyse data va commencer à regarder. Il va dire, regarde un petit peu ces données. C'est un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Régulier. Donc vous n'allez pas vous arrêter à ça. Alors, ce que vous allez faire, vous allez repiocher, vous allez regarder. Par exemple, on a des systèmes genre Wisecout. Vous allez prendre peut-être des matchs dans une autre période. Et là, effectivement, vous allez vous apercevoir que peut-être qu'un des problèmes de ce joueur, c'est un problème de régularité. C'est-à-dire que ce qu'il vous a donné sur le rendement qu'il a eu sur certains matchs que vous avez observés, dans lesquels vous l'avez trouvé excellent, vous allez vous apercevoir que c'est pas forcément son niveau, c'est le niveau constant qu'il est capable d'avoir sur une saison, quoi. Quand c'est des joueurs français, forcément, on les connaît bien. Donc, mais quand il s'agit de joueurs dans des championnats étrangers sur lesquels vous n'avez pas un point de vue, vous n'avez pas une vue globale sur toute l'année, etc. Là, ça peut vous mettre des alertes sur des petites choses que vous n'avez peut-être pas pu percevoir au moment où vous étiez dans votre phase d'observation. Donc ça aide. Et ensuite, pour répondre à ta question, l'importance, en fait, elle est liée à l'importance qui est donnée par le top management. En fait, c'est voilà, c'est la politique générale du club, quoi. Est-ce que le club, comment veut fonctionner le club? Est-ce que le club veut vraiment faire du scouting la pierre angulaire du recrutement et de la constitution de son effectif? Ou alors est-ce qu'elle considère que c'est un élément qui est entre guillemets, je vais pas dire accessoire, mais qui est secondaire, et on va plutôt favoriser les recommandations d'agents, etc. Voilà, chaque club a sa. Moi, c'est là-dessus que je voudrais t'emmener, Samir, parce que tout là, on tourne autour d'un topic qui est hyper cher pour moi, c'est l'environnement. Tu vois, c'est la création d'environnement, et c'est comment un joueur que tu identifies comme un super footballeur matcherait dans un environnement. Tu vois, juste avant, pour revenir, parce qu'en fait, finalement, ta question, elle est vraiment top. Ricky, un livre que je recommande à tout le monde, c'est How to Win the Premier League. Comment gagner la Première Ligue de Ian Graham, qui était responsable du recrutement de Liverpool et qui explique en substance ce que toi, tu viens d'expliquer là, à savoir... Envoie-le à Seb. Il y a les scouts, il y a les... Oh, l'enfoiré, pour Tottenham. C'est sale. C'est ça. Et en fait, il distinguait, en fait, pour que le recrutement d'un joueur marche, il faut que les data analystes le valident, il faut que la cellule de recrutement le valide et il faut que le coach le veuille. Ils disent que ces trois organes sont indissociables parce que tu peux l'avoir validé par le recrutement et la data. Si le coach ne veut pas le faire jouer, t'es mort. C'est impossible. T'es mort. Si le coach veut absolument un joueur, mais toi, en tant que recruteur ou toi, en tant que data analyst, tu sais que pour ton environnement propre à ton club, il n'est pas bon, t'es mort aussi. Et dans l'exemple, il dit, Brendan Rodgers, il a signé à Liverpool en ramenant 3 ou 4 de ses joueurs dont il était sûr parce qu'il avait eu du succès avec eux à Swansea, 4 flops. Et donc, c'est hyper bien expliqué si toutefois c'est un sujet. Mais maintenant, moi, je vais en revenir à ton environnement et je prends des mots qui sortent de ta bouche à toi dans une interview. À talent égal, ce qui fait la différence, c'est la qualité de ta structure, les rapports de confiance entre les différents acteurs de l'organigramme. Donc, en fait, pour revenir à ce que tu dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'identifier des joueurs qui seraient des top footballeurs, que tu vois comme des top joueurs, et à l'instant T, quand tu te situes comme coordinateur technique à Lens, ou bien coordinateur sportif à l'AGIA, ou bien analyse vidéo à Metz ou à Nancy, tu te dis, ces joueurs-là sont top, j'adore le footballeur, mais ça collerait pas maintenant tout de suite dans l'environnement qu'on a pour lui. Est-ce que c'est pas là aussi la qualité, genre le next level pour un recruteur, c'est de savoir où le mec arriverait? Parce que nous, on en parle beaucoup dans ce podcast. Un mec qui est capitaine dans son club. Professeur. We call him El Professeur. Mais tu vois, on en parle souvent. C'est un mec qui est capitaine dans son club, qui est au club depuis 5 ans, que tu veux recruter chez toi. Ouais. Et toi, dans ton club, tu as un besoin technique que ce joueur représente, mais absolument pas un besoin de leadership parce que tu as déjà des mecs qui sont là, le là est donné, le vestiaire vit bien. Si tu fais venir ce joueur qui, en plus de son besoin technique, de son rapport au ballon, au football, a besoin d'être le leader qu'il était dans son ancien club, ça peut partir en cacahuète. Ça peut partir en cacahuète. Donc, toi, du coup, comment, en tant que recruteur, tu arrives à, tu vois, au-delà de l'analyse, partager avec tes dirigeants, écoute, on offre ça au club, peut-être, tu vois, de faire avancer un petit peu le schmilblick, dans le sens où, effectivement, des fois, tu peux dire, vous avez identifié ce joueur, mais là, dans ce vestiaire-là, ça peut ne pas passer.
Ouais, c'est déjà arrivé. C'est vrai une fois qu'on a, on va dire, dégrossi les championnats qui nous intéressaient, qu'on a dressé des listes, des projections, vous savez ce qu'on appelle des shadow teams, c'est-à-dire vous avez votre équipe actuelle, et puis ensuite vous mettez des listes en dessous de joueurs sur lesquels vous avez des projections possibles. Alors des fois, c'est des joueurs que vous n'attaquerez jamais parce que vous changerez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas recruté, mais vous êtes prêt au cas où. Et puis de temps en temps, bah, effectivement, il faut piocher dans cette liste-là. Et je pense que ça joue beaucoup sur la notion de hiérarchie entre les joueurs, parce que la complexité en fait d'une équipe de foot, c'est que vous avez une visibilité qui est assez courte en fait avec dans un effectif. Là, par exemple, on est sorti récemment du mercato d'hiver. Dans une équipe, il y a des fois des changements, enfin des évolutions qui sont anticipées. C'est-à-dire, on a prévu, bon, si on a une offre pour tel ou tel joueur, ben, voilà, on laisse partir, etc. S'il n'y en a pas, ben, il restera, etc. Donc parfois, il y a des changements que vous anticipez et effectivement, le joueur part. Et là, dans ce cas-là, il faut avoir la solution. Voilà, il faut présenter la solution et l'adaptation se fait. Mais sinon, globalement, j'ai perdu un peu le fil. Ouais, j'ai perdu le fil. Pour t'aider, c'est de savoir quand est-ce qu'un joueur peut matcher dans un Voilà, environnement ou pas. Voilà, donc, et en fait, ensuite, vous allez avoir votre hiérarchie de joueurs et vous allez mettre, entre guillemets, pas un pourcentage, mais vous allez mettre, si vous avez 5 joueurs, par exemple, 5 ou 6 joueurs sur une position, bah là, vous allez commencer à affiner, parce que souvent, vous allez avoir des critères qui sont assez proches les uns des autres entre chaque joueur. Et effectivement, les critères humains, ceux de la personnalité, vont commencer à être pris en compte. Et c'est là où, en fait, l'écosystème du moment de l'équipe va influer. C'est-à-dire que un joueur qui va être prioritaire à un moment donné parce qu'il répond à un besoin à l'instant T de l'équipe n'est peut-être plus le bon 6 mois après parce que l'effectif a un petit peu bougé ou alors il y a des joueurs qui ont émergé ou un joueur du centre par exemple qui est arrivé ou un joueur qui est revenu à son meilleur niveau et là vous dites peut-être pas, c'est peut-être plus la priorité. Donc c'est le cas par exemple aussi quand vous envisagez par exemple de doubler un poste et là vous avez le joueur que vous visez comme doublure, entre le moment où vous avez commencé à l'observer et puis le moment où vous sentez prêt à l'attaquer, le problème c'est qu'il a progressé et que vous dites le statut de doublure il va peut-être plus l'accepter et c'est peut-être plus une doublure chez nous quoi. Donc voilà, vous êtes constamment en fait une équipe c'est un organisme vivant en fait, et sur lesquels vous êtes obligé d'avoir toujours des petites adaptations. Alors le pire, c'est le mercato, parce que le mercato, il y a des départs, des arrivées, etc. Vous n'avez pas toujours la lecture pour savoir qui va partir, qui va rester, qui a envie de partir ou rester, etc. Donc, et ça, effectivement, ça joue beaucoup sur les profils que vous allez faire venir derrière. Tu parlais tout à l'heure de leadership. C'est vrai que si tu perds un leader important de ton équipe, ça va devenir un critère important de trouver un joueur capable de répondre à cette question-là. Et comme tu le disais aussi, si les équilibres au sein du vestiaire sont déjà bien clairs, bien définis et que le vestiaire est bien ordonné et vit bien comme ça, tu vas peut-être chercher plutôt tu vas peut-être favoriser un profil qui va être plus entre guillemets de compromis, qui va plutôt chercher à se glisser, à se fondre dans l'effectif plutôt qu'à vouloir se positionner comme un leader. Non, c'est extrêmement juste. Bon, de toute façon, on voit que tu as été joueur pro et puis que ces questions-là, tu sais que c'est des thématiques qui sont hyper importantes. Mais t'es toujours sur un fil et dans les rapports en fait qu'on envoie vers notre direction, vers notre top management, ces éléments-là sont toujours à un moment donné mentionnés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les dirigeants vont avoir un choix à faire parce qu'on n'arrive pas vers les dirigeants avec une seule piste, quoi. On arrive toujours avec des choix. On propose une hiérarchie, mais si à un moment donné votre dirigeant considère que c'est le choix numéro 3, ce sera le choix numéro 3 qu'on fera, etc. Mais c'est vrai qu'après, c'est ces éléments-là qui entrent en compte et qui peuvent devenir des facteurs vraiment décisifs quoi, sur la signature d'un joueur. Après, bon, pour être dans le concret,
enfin, pour être vraiment de l'analogie, parce que tu sais, nous, dans BMC, on aime bien avoir du concret. Et aussi, dans BMC, on n'est pas dans le buzz. Par contre, par contre, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais tu as été le découvreur, ou alors tu fais partie des personnes qui ont découvert Kouzanov, Ouais, le je fais fameux partie de Kouzanov. Donc, l'équipe, oui. Ouais, franchement, ouais. dis-nous tout. Et si on peut juste englober la question, parce que Kudzanov, on en a parlé en décembre dernier, parce que j'avais été à Auxerre, et un membre du staff d'Auxerre me dit, il venait de jouer Lens, et il m'avait dit, j'ai vu le meilleur défenseur que j'ai jamais vu en Ligue 1. Incroyable. Du Kudzanov. Et on en parle en décembre, et c'est devenu un tout petit peu un fil rouge, parce que mi-janvier, il est transféré 50 millions, et au final, tu es maintenant avec nous. Et en plus, ça touche un sujet que j'aime beaucoup aussi, c'est le scouting des grandes compétitions de jeunes. J'ai moi-même participé Coupe du Monde du 17, Coupe du Monde du 20, en tant que joueur, mais en même temps, c'est là où, tu vois, le foot d'équipe nationale, tu regardes un petit peu contre qui tu joues et tout. Moi, je me rappelle qu'en 2003, à la Coupe du Monde du 17, c'est Fabregas qui m'avait choqué. On avait joué l'Espagne. Et Fabregas, ça a été un petit peu le début. Après cette compétition, il signe à Arsenal et l'année d'après, il joue hyper tôt. Et en 2005, en Hollande, en moins de 20, c'est l'émergence de Messi. Messi est meilleur joueur. Et nous, on est dans la poule de l'Argentine. Je me rappelle, on avait même parlé après la compétition avec Ricardo. Bref, voilà. Parle-nous de comment t'en arrives à scouter un Kudzanov et l'importance surtout de ces compétitions jeunes aussi, parce que ça reste un vivier incroyable. Si tu prends la liste des joueurs dans toutes ces compétitions, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un super dossier, et Kudzanov, pour plein de raisons. La première, c'est parce que moi je trouvais que l'extrait dont tu l'as extrait en fait, dont tu as parlé tout à l'heure, en fait, c'était pour illustrer en fait la qualité en fait des relations au sein du club en fait. Kudzanov, en fait, on le découvre sur la Coupe du Monde en Argentine, sur laquelle nous on s'était pas déplacé en fait. On l'avait observé en vidéo parce qu'elle avait été diffusée notamment sur la chaîne L'équipe, qui diffusait toutes les rencontres en direct, et on avait un petit peu profité de cette occasion pour dire, j'avais demandé à l'équipe de dire, on va la faire, on va regarder tous les matchs, voilà. Elle est diffusée. Alors c'était du travail en plus parce que initialement, on avait un planning qui était déjà bien chargé, donc j'avais demandé à l'équipe de mettre ça en plus à leur planning, c'est-à-dire de regarder régulièrement des matchs. J'avais fait une répartition de groupes. Je m'étais mis dedans d'ailleurs, on avait tous travaillé. Et on avait regardé tous les matchs et on avait ressorti tous les joueurs, sachant qu'on cherchait en priorité. Une des priorités, c'était de trouver un défenseur central, un jeune défenseur central. Ça faisait des mois qu'on en cherchait un et qu'on ne trouvait pas chaussure à notre pied. Vous avez fait des heures sup alors? Ouais, c'est vraiment un travail qu'on s'est mis en plus parce qu'il nous manquait ce profil-là. Et on s'était dit, bon, ça peut être l'occasion on va peut-être trouver notre perle rare. J'en avais parlé à Greg. Greg il m'avait dit, il avait validé l'idée. Il m'avait dit, ouais, c'est bien, on va attaquer. Donc on a regardé toute la compétition. On fait une réunion, une journée, c'est un vendredi, et alors on regarde tous les profils. Et sur une compétition comme une Coupe du Monde U20, des top profils, il y en a, voilà, vous savez ce que c'est, il y en a un wagon. Donc, Africain c'est aussi, une bonne journée. Vraiment, on s'enferme dans une salle à la Gaillette, et toute la journée, on regarde de la vidéo, on enchaîne les profils. Et sur la fin de journée, je pensais même dire à l'équipe, bon, on va faire une deuxième réunion, parce que je sentais qu'ils commençaient un petit peu à faiblir, on commençait à être fatigués tous. On fait, on regarde une dernière shadow. C'était le groupe qui était supervisé par Baptiste. Baptiste avait l'Argentine, l'Ouzbékistan et puis encore 2 autres équipes. Bon, enfin bref, il sort sa shadow. On regarde tous les profils. Et puis on en vient aux défenseurs centraux. Je dis tiens, on va regarder le jeune Ouzbek là. Je trouvais que c'était curieux. On n'avait pas eu le temps de regarder tous les joueurs. Je dis tiens, un joueur Ouzbek dans la shadow. Et là, on commence à regarder, et au bout de 5 minutes, je sens qu'il commence à taper dans l'œil un petit peu de toute l'équipe là.
bon, moi personnellement, il me fait une grosse impression, mais je sens que toute l'équipe est très réceptive et se dit voilà, c'est vraiment un profil particulier. Voilà. D'accord. Donc là, c'était vraiment l'œil qui a Là, percuté, hein. C'est c'est pas à l'œil. forcément les C'est-à-dire, stats. on l'a pas fait en data ou quoi. C'est un joueur D'accord. qu'on connaissait pas. C'est un joueur qu'on connaissait pas. Et on sort de la réunion et donc je demande à toute l'équipe en fait de regarder, de creuser le profil parce que parce qu'on sent qu'il y a un vrai potentiel quoi. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que je leur dis bon, je demande à toute l'équipe de travailler en urgence dessus. Et j'appelle Greg Thiel, directeur sportif. Je dis écoute Greg, si tu as le temps, essaie de regarder rapidement. On a vu un profil qui peut correspondre à ce qu'on recherche en défense centrale. Donc, essaye de regarder. Il a déjà fait une bonne impression auprès de l'équipe. Essaye de regarder aussi. Et là, l'avantage qu'on avait, c'est que dans la fluidité qu'on avait entre nous, Greg, il savait que quand je lui faisais remonter un profil, généralement, c'est que voilà, ça valait le coup d'aller jeter un œil. Mhm. Il a regardé très rapidement et en fait, on a déclenché la machine, mais très, 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 très vite derrière. Parce qu'en fait, l'idée, c'était les scouts. Il y avait des clubs, pas mal de clubs qui avaient envoyé des scouts là-bas en Argentine, et nous, on savait que forcément, il allait ressortir. Enfin, il était certainement connu déjà de grosses structures qui ont l'habitude de surveiller tout le globe. Et là, on se disait que c'était une course contre la montre. Et là, Greg a été très bon en fait, parce que déjà d'une, il a lui-même validé le profil très rapidement, c'est-à-dire que le lendemain ou le surlendemain, pour lui, c'était acté que c'était un dossier sur lequel il fallait qu'on se penche sérieusement. Et pour la faire courte, en l'espace de 15 jours, pratiquement, on avait bouclé le dossier. Sachant que c'était très compliqué, parce que c'était un joueur, déjà ouzbek, faut faire passer l'idée en interne d'aller attaquer comme ça. Maintenant, oui, avec leur culte, tout le monde dit, bah évidemment, mais il fallait chercher un gamin de 18 ans qui joue en Biélorussie, qui est pas un championnat sur lequel on avait l'habitude de travailler, faut être honnête. On travaillait très peu sur ce championnat-là. Donc peu de recul sur le joueur, mais une réelle conviction qu'il avait un potentiel, que le joueur avait un potentiel extraordinaire. Et Greg a été très très bon ensuite. Et ce qui a fait la différence en fait, ça a été le dynamisme, en fait, la réactivité de la structure, parce que Greg valide le profil, il en parle au staff. À l'époque, c'était Franquès qui était coach. Il est vite validé par le staff. Et ensuite, notre direction, Arnaud Pouille et Joseph Ougourian, valide aussi très rapidement le profil. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de temps sur des étapes dans lesquelles, parfois, dans les clubs, il peut se passer énormément de temps. Et ce qui fait l'importance de l'équipe, hein, l'importance de la confiance entre les différents. La confiance entre les gens, la confiance mutuelle. Et puis, puis Greg qui a fait un très très bon travail à la fois dans la réactivité, dans la validation, et puis dans la négociation aussi, parce qu'il fallait aller vite. Et ça nous a permis, je pense, d'avoir le temps d'avance, en fait, parce que on l'avait pas forcément au départ, parce que nous, on n'y était pas à la compétition, on connaissait pas encore le joueur avant qui s'engage dans la compétition. Mais par contre, après, on a été très très vite, et ça nous a permis de boucler le dossier. On n'a pas laissé en fait le temps aux autres de s'organiser. En fait, c'était l'objectif. Ouais. Donc, tu dis entre la réunion, la fameuse réunion où c'est le dernier cas du jour où vous êtes éclaté, vous êtes fatigué, et sa signature, tu me dis il y a 2 semaines, c'est ça? Ouais, tout cassé. Ouais. Non, on était très. C'était une des qualités fortes. Et bon, je pense qu'ils l'auront encore aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. C'est que quand vous êtes recruteur, en fait, des fois, il y a un côté qui est frustrant. Des fois, c'est le temps de latence qu'il peut y avoir entre un profil que vous allez signaler, et surtout sur des jeunes talents comme ceux-là, et puis le temps de réaction des fois de la structure. Et ce temps de latence-là, il profite forcément à quelqu'un. Et l'avantage qu'on avait, et ça s'est vu sur d'autres dossiers, hein. Pour moi, ce dossier-là, c'était un exemple récent. C'était bien avant même, j'en parlais bien avant même qu'il signe à City. Mais il y a eu d'autres dossiers comme ceux-là, où en fait ce qui faisait une des forces du club, c'était cette capacité à aller vite dans la prise de décision, dans les process de validation. C'était vraiment très 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 fluide. Et ça, parfois, c'est frustrant, parce que je sais que j'ai des collègues, des fois, effectivement, ils sont là, ils découvrent comme vous un talent, mais eux, ils savent déjà que ça va aller, le dossier va aller sur tel bureau. Ensuite, il va falloir qu'il soit validé par telle personne. Ensuite, il va y avoir encore un délai de réflexion avant que ça passe à l'étape du dessus, etc.
Et ça, surtout quand vous avez pas forcément une puissance financière supérieure aux autres, ben ça vous fait perdre en efficacité. Mais Et, du coup, c'est super intéressant ce que tu dis parce que là, tu nous parles d'un exemple de dossier sur lequel tu es obligé de bouger extrêmement vite. Mais ouais, pour le commun des mortels qui ne sait pas exactement comment ça se passe un mercato et qui se dit, moi, j'ouvre l'équipe ou je vais sur Internet, je vois des brèves, un tel a signé, un tel a signé, un tel a signé. Il joue un petit peu à Football Manager, il se dit, ah, il me faut un attaquant, un gardien et un latéral gauche. Bah, je regarde qui est libre, je fais une offre et ça. Non, tu peux nous expliquer un petit peu en amont comment ça se passe un mercato, comment tu le prépares et combien c'est étalé dans le temps. Parce que là, tu nous fais une super description d'un coup qui s'est avéré être franchement, une Oui, c'est référence plus dans le football lucratif en mondial. plus. Exactement, si tu pars des 200, 300 000 qui ont été dépensés en transfert vers le club biélorusse et un an et demi plus tard, les 50 et quelques millions, en tout cas annoncés vers Manchester City, c'est la belle histoire. Mais c'est un cas complètement isolé. Donc, tu peux nous expliquer un tout petit peu comment se prépare un mercato, combien, ok, peut-être tu as des ajustements qui doivent se faire assez vite, mais au final, c'est une préparation de longue haleine. ouais, bah c'est bon là c'est le rôle du directeur sportif avec la direction déjà initialement qui définit des priorités, un calendrier quelque part. Bon, ce que vous avez déjà, et ça vous le savez, je vous apprends rien parce que vous êtes du milieu, c'est que vous avez un effectif avec des durées de contrat, des fins de contrat à gérer éventuellement, savoir est-ce qu'on prolonge ou pas. Donc ça, c'est des directions qui se passent au niveau de la direction sportive et du top management du club. Voilà. Et après, vous avez bon, ça, c'est des choses que vous pouvez anticiper. Il y a des choix à faire. Il y a aussi des choses que vous maîtrisez pas. C'est le joueur sur lequel vous avez signé un contrat qui court encore 3 ans et puis qui va vous dire en fin de saison, ben moi j'aimerais partir. Voilà, il y a ce genre de dossier-là à régler. Donc voilà, vous avez une projection d'équipe, vous avez votre effectif, vous avez votre projection sur X postes. Voilà, vous allez peut-être dire bon bah pour la saison prochaine, pour le prochain mercato, il y aura peut-être 3-4 postes à définir. Mais vous savez aussi que les choses ne se passent jamais exactement comme vous les avez planifiées. Ça, c'est le truc. Il faut être dans l'adaptation permanente. Donc, ça oblige les cellules à être dans de l'anticipation constante. Et moi, je me souviens que quand Flo Ghisolfi est arrivé à Lens, une des premières choses qu'il a voulu qu'on mette en place, c'était un scouting permanent sur toutes les positions. C'est-à-dire, quel que soit on a beau avoir un poste doublé avec 2 joueurs sur lesquels on a des contrats de durée encore assez longues, sur lesquels on peut se projeter, ça n'empêchait qu'on devait toujours avoir des solutions à proposer. Alors, ça vous oblige à une forme de discipline et par moment de dire sur certains postes, je risque de travailler peut-être Dans le voilà, de travailler des dossiers en me disant on fera jamais le joueur. En fait, il faut aussi quand on fait ce travail-là, se dire qu'on travaille pas que sur les 6 mois ou la saison en cours. Et ça, nous on l'a vu à Lens sur la durée. C'est-à-dire qu'on a signé parfois des joueurs seulement 3 ans après les avoir commencé à étudier. Donc ça peut payer à un moment donné quand même ce travail-là. Parfois effectivement le travail n'a servi à rien parce que le joueur fera une carrière, parfois il partira peut-être ailleurs ou il sera peut-être jamais intéressé par votre projet. Mais en attendant ce travail-là, pour lui il était impératif et il avait raison parce que notamment sur les mercatos d'hiver, parfois vous pouvez être pris complètement de court. Moi j'ai un exemple en tête, c'est que on avait eu avant-dernier jour d'un mercato il y a 2 ans, 3 ans, on avait Alexis, c'était Claude Maurice qui s'était blessé juste l'avant-veille de la fin de la clôture du mercato. Et dans ce cas-là, bon, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on continue avec l'effectif tel qu'il est et ce sera au coach de trouver des solutions, voire entre guillemets, j'aime pas l'expression, mais bricoler, c'est-à-dire voilà, trouver ou alors est-ce qu'on recrute? Et là, vous n'avez pas 10 ans pour vous retourner, c'est-à-dire que le mercato se termine le lendemain. La seule solution que vous avez, il faut que vous soyez capable de proposer tout de suite, quasiment dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, une piste viable. Et c'est ce qu'on a été capable de faire. C'est-à-dire que là, voilà quelque chose qui n'était pas prévu.
on a été capable de combler un manque comme ça qui était pas anticipable quelques heures avant même qu'on vienne nous interpeller, quoi. Et ça, c'est une qualité qu'on avait, et c'est parce qu'on était organisé, voilà. Et tous les clubs qui fonctionnent bien en termes de recrutement sont dans cette démarche-là. On anticipe, on travaille à blanc, on crée des shadow teams. Pour des clubs, parfois, par exemple, celles qui savent pas forcément sur un horizon de 2 mois, 3 mois, dans quelle division elles vont être, il faut faire plusieurs shadow teams. C'est-à-dire dire, bon, si c'est un scénario Ligue 1, ça va être telle liste de joueurs. Si c'est un scénario Ligue 2, ce sera plutôt cette liste de joueurs. Et voilà, vous êtes en anticipation permanente, permanente, et en adaptation par rapport à cet organisme vivant qui est une équipe, en fait, qui est Et une équipe de alors, tu football. sais, parce que tu as beaucoup parlé Quentin, il a beaucoup posé de questions par rapport à comment on recrute les joueurs, l'environnement. Mais là, quand je t'écoute parler, je me dis que de la même manière que vous recrutez un certain type de joueurs, pour pouvoir être capable de recruter ces joueurs-là, il faut que la team en elle-même, vous-même, vous soyez que vous soyez recruté aussi de la bonne manière. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui peut avoir même des qualités. Tu peux avoir l'œil, de la même manière qu'un joueur, il peut être bon, mais il peut pas fit dans un certain environnement. Vous, quand j'entends ce que tu dis, puisqu'il y a des qualités vraiment très intrinsèques et spécifiques à avoir pour pouvoir humainement être patient, être visionnaire, croire à un projet, tu vois, où tu n'es pas sûr que ça puisse aboutir. Et ça, je pense pas que ça soit tous les êtres humains qui ont, par exemple, des qualités, je sais pas moi, qui ont l'œil. Il y a des joueurs qui ont l'œil, des recruteurs qui ont l'œil, mais qui foncièrement peut-être ne sont pas aussi patients ou ne sont pas aussi, je sais pas, visionnaires, tu vois. Et je pense que pour que ça fonctionne, c'est là où tu vois que c'est vraiment une histoire d'échelle et qu'à chaque étage de cette organisation, il faut une certaine vraiment exactitude au niveau du comportement. Moi, je suis dans les comportements. Tu vois, pour moi, on dit souvent que c'est pas, je dis souvent que c'est pas le joueur qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le joueur. Donc, je pense que même pour vous, ça s'applique et c'est super intéressant. Je sais pas. Ouais, non, c'était une des qualités fortes qu'on avait, c'était la relation de confiance de manière générale au sein du club entre les dirigeants, le directeur technique Greg Thiel et puis la cellule de recrutement. Et c'est vrai que on n'était pas une grosse équipe, hein, on était 5 personnes. Je vais les nommer parce que c'est vrai que c'est des gens dont on parle très peu. Dans l'équipe, il y avait un scout qui s'appelle Valentin Michalski, qui est un ancien joueur amateur et puis ancien éducateur qui s'est spécialisé en tant qu'analyste recrutement et qui fait partie de la cellule de recrutement, qui a vraiment du talent. Il y avait Joe Martins Pereira, qui est un ancien joueur de haut niveau que vous avez connu, Je connais bien, qui est de notre génération, ouais. Qui est de votre génération, qui était un joueur talentueux en plus, et qui s'est reconverti en fin de carrière dans le recrutement, qui faisait partie de l'équipe. On avait Baptiste Favier, qui était lui arrivé par la data en tant qu'analyste data, mais qui faisait aussi du scouting en stade et puis du scouting vidéo. Et on avait Yann Saulois, qui était un ancien joueur pro aussi. Et voilà, pour l'équipe, c'était ça notre équipe, hein, plus moi. Et on avait aussi pendant un moment, on avait Vincent Chicada qui lui était spécialiste du recrutement en Afrique, qui était un spécialiste du continent africain, qui avait vraiment une très très bonne connaissance à la fois du territoire et des joueurs. Voilà. Donc, on travaillait vraiment avec une petite équipe, mais par contre, c'est vrai, avec des gens avec à chaque fois une vraie expertise, un vrai talent, et ce qui faisait que même en travaillant, en petit comité, on était capable de temps en temps de dénicher des pépites entre guillemets, mais en fait notre métier c'est pas que ça, quoi. Non. De toute façon, faut qu'on wrap up. L'idée c'est Ouais. L'idée c'est de trouver aussi des joueurs pour référencer. En Algérie là. Attends. Donc t'arrives à le contacter parce qu'il est encore au vert. Problème.
Si ton image est figée. Je me reconnecte. Ouais. Mais là, c'est bizarre parce que c'est comme si peut-être pas de batterie ou je sais pas, mais Il se reconnecte, ça, c'est bon. là, moi, il s'est pas déconnecté là. Ouais, mais s'il se déconnecte, il se reconnecte. Ouais, qu'il essaye, ouais, pas de problème. Il est en train de décrire la cellule de recrutement. Voilà, super. Salut Samir. C'est bon. J'étais parti dans un tunnel là. J'étais pas conscient que. Non, tu venais de terminer le dernier nom, tu sais, de ta cellule de recrutement. Et tu disais, je vais reprendre, ouais. Je reprends depuis le début peut-être. Non, juste sur le. Non, c'est bon. Ouais, tu conclus sur l'équipe que tu viens de décrire, c'est parfait. Ouais, donc on avait je vais reprendre tous les noms si ça vous dérange pas. Non? Non, on les a sans problème. Franchement, sincèrement, c'est dire l'apport, tu vois. Le dernier, celui qui était en Afrique. C'était Vincent. Voilà. Diane Solois, on en avait parlé. Diane Solois. Oui. Ouais. Là, tu étais sur l'Afrique, le dernier qui est venu. Oui, donc on avait Vincent Chicada, ouais, qui était un spécialiste qui est toujours un spécialiste du continent africain et qui lui était missionné sur des tournois, des opérations de détection en Afrique. Voilà. Donc on travaillait vraiment avec une cellule entre guillemets réduite, hein, en petit comité, mais avec des gens de talent et des gens investis, passionnés, quoi. Et, bon, c'est un modèle qui est très fréquent en France. Quand on regarde, il y a très peu de cellules de recrutement en France qui sont très très étoffées. On a plutôt tendance à travailler en petite équipe. Et nous, on était sur ce modèle-là. C'était au tout début, initialement, c'était une des volontés de Flo Ghisolfi quand il était arrivé, c'était de pas faire exploser entre guillemets le nombre de scouts. Et quand Greg a ensuite repris la direction sportive, il est resté un petit peu dans cette philosophie-là, et ça nous a permis d'être performants. Parce que je pense que quand vous travaillez quand même en petite équipe, bon, ok, vous pouvez pas avoir un œil sur tout ce qui se passe sur toute la planète, c'est clair, parce qu'à un moment donné, le temps est le même pour tous. Donc, à un moment donné, on est obligé de faire des choix. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que vous développez une cohésion, et ça, c'est très important, parce qu'il y a des moments de pression qui sont quand même assez forts quand vous êtes dans le recrutement, notamment sur des périodes de mercato où il faut entre guillemets il faut charbonner, hein. C'est des grosses journées, voire des fois des grosses soirées, et cette cohésion là elle est plus facile à obtenir quand vous n'avez pas un nombre de scouts qui trop important. C'est en tout cas la philosophie qu'on avait nous, et je trouvais que en tout cas elle collait bien avec l'identité du club, voilà. Donc non, mais c'est un peu comme un vestiaire, je te coupe, excuse Samir, mais plus t'empiles les égos, entre guillemets, parce que dans une cellule de recrutement, et c'est ce qu'on veut partager avec les auditeurs, et c'est un apprentissage pour nous aussi, quelque part, quand nous, on est dans notre tunnel de joueurs. Mais en fait, tu as d'autres équipes au sein du club qui se constituent et qui ont une importance hyper grande, à savoir, comme tu dis, même une équipe de 4-5, tu as peut-être un scout qui propose un joueur et l'autre qui propose un autre joueur, et il y a quelqu'un qui doit trancher, qui doit prendre un des deux joueurs. Et ben il y a un ego qui est satisfait, il y a un ego qui est un petit peu frustré, et comme tu l'as très très bien décrit, et merci pour ça, c'est que c'est hyper important d'avoir énormément de cohérence au sein de cette team là dans le club, parce que tu peux en avoir un qui se frustre, 1, 2, 3 profils proposés, toi tu es persuadé que c'est le bon profil, et à chaque fois, comme tu dis, le top management, le directeur sportif, la personne en charge, choisit quelqu'un d'autre à chaque fois, faut prendre conscience que là aussi t'as quelqu'un qui est frustré. Comme dans le vestiaire, un mec qui joue pas, il est frustré. Et que tout ça, si t'as pas une harmonie, un environnement qui est parfait, eh ben, ça peut créer des problèmes. Et à terme, justement, vas-y, le prochain joueur qui propose, on va le prendre lui. Alors que ça se trouve, c'est la pire idée des 5 précédents. Exactement. C'est pour ça que il y a la gestion dans une cellule, il y a forcément la gestion des égos, et il y a la gestion de la frustration, qui est un thème qui est très important. Et c'est vrai que parfois, c'est pas toujours le cas,
mais parfois dans des grosses structures avec énormément de scouts, on sent un petit peu de lassitude chez certains scouts de se dire bon bah c'est vrai que tu observes des matchs toute l'année, tu fais beaucoup de kilomètres, tu te déplaces, tu fais des vidéos, etc. C'est un métier voilà c'est un super métier, mais en même temps tu sacrifies beaucoup de choses aussi. Hein. T'as plus de week-end, t'as une vie qui est entièrement calée sur les calendriers sportifs. Donc c'est une vie tu vis un petit peu en décalage parfois avec ce que peut être une vie sociale normale. Donc tu sacrifies ces choses-là. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, bon, ça va faire 1 an, 2 ans. Si tu travailles pour un top club européen, tu te dis, j'ai fait des rapports, j'en ai fait des centaines. Et sur tous les joueurs que j'ai fait remonter, il n'y en a pas un seul qui a signé parce que vous êtes dans un club d'élite. Donc forcément, les clubs d'élite, voilà, ils choisissent vraiment avec parcimonie leur profil. Et puis généralement, c'est des joueurs, c'est toujours les mêmes qui jouent, etc. Donc, et ça génère de la frustration. Et ça, on le sent des fois chez certaines personnes qui ont besoin absolument de voir se concrétiser leur travail. J'ai presque envie de dire, c'est pas le métier qu'il faut faire si on veut absolument avoir une retranscription de son boulot de manière visible, publique, quelque part. Ça, ouais, il y a une grosse part de frustration qui peut être générée par ça. Mais si, par contre, vous êtes capable de gérer cet aspect-là en se disant, moi, de toute manière, si on m'a dit, je sais pas, je suis un observateur pour un gros club anglais et que mon but, c'est d'analyser le championnat français. Si j'ai bien fait ce travail-là, c'est-à-dire j'ai fait un travail de repérage, d'analyse, de recommandation, et que j'ai bien fait ce travail-là, bah, quelque part, si vous arrivez à vous satisfaire de ça, vous êtes fait pour ce métier-là. Parce que quelque part, vous avez accompli votre mission. C'est-à-dire que à un moment donné, votre chief scout, votre directeur sportif va se dire, bon, bah, voilà, là, on a une bonne vue grâce à lui sur ce qu'est le championnat de Ligue 1, etc., sur d'autres championnats un peu partout. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, quand nous, on travaille en petite équipe, il y a forcément à un moment donné un joueur que vous allez recommander qui va signer. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être pas le premier mercato, ni le deuxième, mais fatalement, il y a un nom, à un moment donné, que vous allez ressortir parce que vous aurez travaillé, je sais pas, sur le championnat allemand, italien, etc. C'est vous qui aurez contribué, qui aurez fait remonter le nom et la signature sera entre guillemets peut-être davantage liée à votre travail. Mais la réalité, c'est que, et ça je pense que vous le savez déjà, c'est que le processus de recrutement, il implique tellement de personnes, il y a tellement d'étapes de validation que même quand on est à l'origine de la remontée d'un profil, on peut pas revendiquer seul la signature d'un joueur. De même que de manière plus large, quand il y a un échec sur le recrutement, et ça arrive, et ça c'est un truc qu'il faut accepter. Des fois, les jeunes scouts ont du mal avec ça, c'est-à-dire accepter le fait de dire, ben voilà, j'ai recommandé un joueur et puis ça n'a pas fonctionné. Ils ont un petit peu de mal à dire, ah moi j'aurais pas fait, ou moi j'ai déjà entendu ça, moi j'aurais pas fait ce joueur-là. C'est-à-dire, on se désolidarise un petit peu de ses collègues. Et ça, généralement, quand on travaille en petite structure, on l'entend moins, quoi. Chez les scouts qui travaillent en petit comité, parce que il y a cette solidarité qui fait que même si le joueur a été recommandé par un de vos collègues, et même si vous n'y croyiez pas au départ, et que ça s'est confirmé, vous allez rester solidaire du choix quand même. Vous allez avoir cette solidarité de dire, bah, ce choix, on l'a fait ensemble, un peu comme vous quand vous étiez joueur. Bah, une erreur individuelle, elle doit être assimilée par le collectif. On gagne ensemble. Voilà. Et c'est la même chose on gagne ensemble, on perd ensemble. Et je pense que exactement. C'est une bonne leçon de tout ce qui touche au sport. Dans tous les cas, c'est un sport collectif. Et dans un sport collectif, il faut pouvoir avoir même pas cette grandeur d'esprit, mais cette mentalité de se dire que, ouais, on a marqué un but, il n'a pas marqué tout seul. On m'a donné le ballon, quelqu'un a ouvert l'espace. De la même manière, quand on a encaissé un but, c'est pas juste sur une erreur individuelle. Il y a un enchaînement d'erreurs. Et donc, ça revient à dire que cet échec, cette leçon, elle est collective. Ouais. Bon. C'est une notion, c'est vraiment une notion importante. Il faut être solidaire des réussites comme des échecs, en fait. Comme vous, quand vous étiez joueur dans votre activité de joueur de foot. Dernière question, Samir. Ouais.
allez, ton plus beau succès collectif, enfin, ton plus beau succès auquel tu as pris part et ton plus bel échec. Le plus bel échec. Ouais, ça, non, ça va être dur. Enfin, pas en tant que recruteur, parce que c'est dur pour le joueur, quoi. C'est dur. C'est dur. Ouais, lâche pas les blazes, c'est pas. Non, tranquille. alors, Non, ça, je ferai pas, parce que, On est en comme prend la on dit, responsabilité, nous, on va pas demander à nos invités. exactement. il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours, et c'est vrai, en plus, c'est quelque chose auquel je crois foncièrement. Je crois que sur une vie de scout ou même d'analyste, sur la durée d'une carrière, des fois vous êtes surpris vous êtes convaincu que tel joueur à tel endroit, ça va forcément, ça va forcément matcher, et puis non. Donc là-dessus, c'est une belle école d'humilité, hein, le scouting. Sur les réussites, moi, sincèrement, bon, je vais rester sur ce qu'on a rencontré de manière collective à Lens. Je trouve qu'on avait avec Flo et toute l'équipe que j'ai cité tout à l'heure, plus Greg également, qui a ensuite pris le relais sur la direction sportive. Je pense qu'on a fait, ça a été une super aventure humaine, parce quand on a démarré, on était en Ligue 2. L'année précédente, l'équipe avait été éliminée au barrage contre Dijon. Et sincèrement, autant j'étais convaincu de la puissance de ce club-là, de cette capacité et ça a été au-delà de mes attentes, en fait, ce que j'ai pu vivre ici. Donc, ouais, ça restera. Je sais pas si on peut appeler ça une réussite, parce que ça peut pas être, c'est forcément quelque chose de collectif, c'est tellement énorme ce qui est arrivé ici, mais effectivement, vivre l'accession en Ligue 1, puis cette progression constante de l'équipe jusqu'à réussir à accrocher la Ligue des Champions, je veux dire, en aussi peu de temps enfin, pour moi, ça a été une aventure exceptionnelle, quoi. Donc, rien que pour ça, je regrette pas d'être venu vivre ici Jusqu'à t'es resté vivre dans le Nord. À défaut d'avoir du soleil, vous avez fait des bons cookies. Quelque part, sont tous en train de tout le monde est un peu en train de partir là, un peu tout le fruit du travail de cette époque-là est en train d'être. Ouais, mais c'est la loi des cycles, hein. Je pense que l'équipe est arrivée. Enfin, ça doit vous parler aussi, hein, en tant qu'ancien sportif de haut niveau. L'équipe a atteint son apogée, a atteint son maximum de rendement. Et là, le club est là dans une nouvelle phase où ils sont en train de reconstruire, de repartir sur un nouveau projet qui va peut-être remonter à nouveau très très haut. Donc ça, c'est les cycles normaux du football, du sport. Moi, je suis vraiment heureux d'avoir vécu cette chose-là ici, parce que c'est une expérience un peu totale. C'est-à-dire que quand vous avez la chance de travailler avec des gens de qualité, puis que vous découvrez une région en même temps, vous l'avez connue, vous, parce que vous avez déménagé, vous êtes parti à l'étranger. Donc, même au niveau personnel, social, culturel, etc., vous faites de nouvelles rencontres. Moi, l'expérience que j'ai pu vivre ici, que ce soit au club ou même en dehors, ici avec la région, qui est une région vraiment magnifique, et avec des gens qui sont vraiment hyper attachants. Là, je sais que c'est un peu cliché de parler comme ça des ch'tis, mais c'est vraiment des gens adorables. Ouais, et tous les gens qui sont passés dans la région, qui sont venus vivre ici, vous le diront. Donc, c'est une super expérience, à la fois sportive et puis humaine. Voilà. Donc, je vais rester sur cette dernière expérience, même si, quand je te vois, Seb, j'ai dans mes meilleurs souvenirs footballistiques, il y a la saison qu'on avait connue ensemble, tu sais, avec Francis de Tadeo, l'année où on a été champion de France de Ligue 2. Et où... Samir, merci. Franchement, merci. Ah, c'est moi. Non. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Bon, alors, en rapide, parce qu'après on doit couper, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que je fais ce week-end? Ouais. Bah, écoute, on est dimanche après-midi. Voilà. Il fait beau. Et quand il fait beau, dans la région où je vis, on en profite. Donc, je vais profiter de ce beau temps et puis regarder le match ce soir. Et voilà, quoi. Pas de souci. Un dimanche après-midi normal. Etienne.
À Etiel, nous, c'est ouais, les dimanches en famille, les week-ends en famille, entre les activités des enfants. La MLS a repris, donc hier soir, il y a eu les premiers matchs de MLS. C'est toujours un peu super intéressant parce que tu as des bonnes préparations qui viennent se valider, tu as des gens qui tout de suite sont catapultés comme favoris. J'aime beaucoup la dynamique de début de saison parce que justement, j'y crois très rarement, tu vois, et j'aime bien voir un peu mes prédictions, des clubs que je suis particulièrement. Et donc, ouais, c'est toujours super intéressant de voir combien démarrer fort, ça aide ou pas, ça crée des équilibres. Donc, voilà, toujours un peu dans la bulle football et familiale. De l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, un grand merci, Samir, parce que, tu vois, je pense que même pour beaucoup de nos auditeurs, ça va être possible de retranscrire ce que tu as dit, à savoir, ben, en fait, on a tous nos petites équipes au sein de l'équipe et que cette osmose, elle est super importante. Donc, on utilise le foot à des fins de développement personnel et c'est un petit peu l'idée, les métiers autour du foot et c'était passionnant. Donc, un grand merci à toi. Ouais, merci, Ben, merci. c'est moi qui vous remercie encore une fois. Ça a été un plaisir, vraiment. Non, tranquille. À London, ce week-end, pareil, on va regarder un petit peu la première ligue. On a tourné un dimanche, pour pas vous mentir, parce que demain, je voyage. Donc, je serai pas là en début de semaine. Normalement, on tourne en début de semaine. Pour pas se mentir, je serai pas là pour début de semaine et je serai un peu loin. Je suis invité à une conférence. Je vais en Égypte demain. Donc, Ah ouais. on se cache pas, on se cache rien, ouais. Ce qui paraît, je suis un speaker, tu vois, donc je parle à des conférences, à ce qui paraît. Donc, donc je me barre, hein, comme j'aime beaucoup parler. Et donc, merci à l'équipe, merci à Louis, merci Issa, merci au petit Mohamed, voilà, de l'équipe dans Merci. l'équipe. Merci pour tout le travail, merci à vous tous qui écoutez, merci vraiment, voilà. Ricardo, il a dû partir, parce qu'il ne l'a pas dit. Il a dû partir parce qu'il avait une obligation. Et comme j'ai eu un problème technique au début de l'épisode, ça a mis un peu tout le monde en retard. Donc Ricardo a dû nous quitter, donc il ne faut pas lui en vouloir. C'est pas lui qui va aller tourner aujourd'hui, parce que même s'il nous a quittés sans le dire, il peut pas, il s'est justifié. Donc, ce que je voulais dire, vraiment merci à Samir, parce que pour moi, Samir, aujourd'hui, c'est le début de ma carrière et c'est une évolution extraordinaire pour lui. Et ça me ramène à des souvenirs extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, encore une fois, abonnez-vous, suivez-nous et envoyez de la force. Et comme tu vois, Samir, on a une habitude de le dire dans BMC, notre illustre surveillant et entraîneur des gardiens, c'est Monsieur Franck Raviot. Et Monsieur Franck Raviot, tu vois, c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est les valeurs, c'est tout un tas de principes qui font aujourd'hui les hommes que nous sommes. Mais il était aussi très, très, très dur, tu vois, et il nous laissait pas trop faire de bêtises. Et je pense que sur la table à Dijon, quand je suis tombé, j'avais mis ma carrière en danger, et c'est à moi qu'il aurait dit, Monsieur Bassong, basket, parka, allez hop, vous tournez, c'était ballon main corps. Merci beaucoup, beaucoup d'amour, à la semaine prochaine, on est ensemble. Q. One love!